Alors dans la phase 2, justement, quelle controverse il y a par rapport à son travail d'anthropologue? Vous me direz, mais pourquoi est-ce qu'aller dans une communauté comme ça, dans des tribus au Brésil ou à Venezuela, est quelque chose de si controversé en fait? Eh bien, il y a beaucoup de phases à cette controverse. J'aimerais commencer par justement le début de son bouquin. Il a donné un interview où il dit quasiment exactement la même chose que dans son bouquin pour NPR, et je trouve ça très intéressant parce que personnellement ça m'a énervé tout de suite et m'a donné envie quasiment d'arrêter le livre tout de suite. Je pense que c'est aussi peut-être ce que vous aurez envie de faire. Et c'est dommage, mais vous voyez un petit peu le genre de gars que c'est et les problèmes que ça peut apporter. Je vous laisse écouter ça. Évidemment, c'est en anglais, mais je vous donnerai la traduction tout de suite après. So what did you see when you first encountered the Yanomama back in 1968 as a young man? Well, my heart was pounding because all I knew about Native peoples was what I read in books about them. And as we walked up to the Shabono, the name they give to their village structure, I was really nervous. We lifted the entry leaves away, which rattled and made a lot of noise. And we had to squat down because the entrances to these Shabonos are very low. And when I looked up, I gasped at what I saw. A dozen of hideous-looking men with green slime dripping out of their nose, looking at us down the shafts of their drawn arrows. And I was startled, shocked, and the next thing I realized I had about 20 very unpleasant dogs circling me as if I were to be their next meal. And I thought, boy, I should have thought more about what kind of a situation I was getting into. And what was the green slime all about? Well, the green slime was the consequence of having a green powder blown up their nostrils. And when the powder mixes with nasal mucus, it turns into a green liquid, and they ignore it, but they really look hideous when they're taking this drug. Voici la traduction, pas simultanée, pas exacte, hein, c'est juste pour que vous compreniez le truc et pourquoi c'est énervant depuis le début, parce que c'est vraiment quasiment dans la première page de son bouquin. Il dit qu'il arrive dans un village, la seule chose qu'il a déjà lue sur des gens de ces régions-là, c'est dans les livres justement, donc il ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Il arrive, c'est un petit village, il y a une espèce de grande palissade, il faut se baisser pour rentrer dedans, et là il arrive devant plein d'hommes qu'il décrit comme étant hideux. Il dit aussi qu'ils prennent une espèce de drogue qui est en poudre et qu'ils se mettent dans le nez, hein, un petit peu comme de la coke de l'endroit là-bas, et que du coup ça leur fait une espèce de morve verte qui sort de leur nez, qui n'essuie pas et donc du coup qui est très dégueu. Il dit que c'est quasiment les personnes les plus hideuses qu'il a jamais vues. En même temps, quand il rentre là-dedans, il y a tous ces gens qui le regardent d'un aspect suspicieux. Il dit dans le livre, hein, quand il va plus loin, il dit que à ce moment-là, il y a des tensions entre les villages, donc en plus de ça, il est reçu pas vraiment bien parce qu'ils savent pas si c'est quelqu'un qui vient les envahir, quelqu'un qui va faire la guerre, etc. Lui se sent très très mal, c'est son premier terrain, il arrive dans un endroit qui est quand même d'un certain niveau, on va dire, pour quelqu'un qui a jamais voyagé, et en même temps, il y a une vingtaine de chiens comme ça qui l'entourent, qui ont l'air menaçants, qui ont l'air de vouloir le bouffer. Et à la fois, je comprends tout à fait ce qu'il veut dire, et en même temps, je trouve que c'est très très mal dit. On va être honnête, pour un anthropologue, et c'est le cas de beaucoup d'anthropologues dont on lit les bouquins, certains sont, je pense, plus ou moins francs avec ce qu'ils pensaient quand ils sont arrivés dans ce genre d'endroit. Alors je sais qu'en tant que Suisse, si j'arrive dans un village comme ça, où il y a des gens qui ont de la morve verte qui sort, où il y a des chiens semi-errants qui ont l'air menaçants, c'est la première fois que je vais sur un terrain, probablement la première fois que je voyage, j'ai instantanément peur. Ces gens ont quand même des arcs avec des flèches, ils sont drogués, donc peut-être en plus agissent un peu bizarrement. En plus de ça, je ne connais pas du tout cette culture-là, donc je ne sais pas qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui n'est pas dangereux. Honnêtement, je peux imaginer l'état psychologique dans lequel il est. Et en même temps, quand on écrit un bouquin, je trouve qu'on peut décrire ces choses-là, c'est-à-dire dire « je suis arrivé, j'ai eu peur, je trouvais ça flippant, il y avait des gens qui prenaient de la drogue, il y avait de la morve verte, ok ». Mais dire que ces gens-là sont hideux, personnellement, je trouve ça franchement raciste. Je suis désolé de le dire. Parce que c'est horrible quand même d'arriver dans un endroit et de dire que tout le monde est hideux, et le mec vient littéralement d'arriver là. Et je trouve ça personnellement détestable, et c'est ce qui fait que quand vous commencez le bouquin, vous entendez un truc comme ça, vous lisez un truc comme ça, vous dites non mais ce mec est clairement un connard, probablement un raciste.
pourquoi est-ce que je continuerai à lire ? Et c'est là où je trouve que le travail d'un éditeur aurait été de dire, bon écoute, je sais ce que tu veux dire, je comprends ce que tu veux dire, et oui, c'est bien de mettre les gens à ta place quand t'es rentré là-bas, parce que c'est vrai que d'un côté, ils ont vécu des trucs que la plupart d'entre nous ne vivront jamais, donc c'est bien de nous mettre à la place, de nous faire ressentir un petit peu ces tensions qu'il a. Et pendant les 200 premières pages, on ressent vraiment la tension tout le temps que lui a. Alors, il dit que les gens ont de la tension parce qu'ils sont en guerre tout le temps. On peut se demander si une partie de cette tension, c'est pas lui tout simplement qui l'a, parce qu'évidemment, il ne connaît pas la langue, il connaît pas l'endroit, il connaît pas la coutume, il connaît pas les cultures. Il est là, il doit y rester plusieurs mois. En toute honnêteté, ça doit être flippant, ça doit être tendu, et voilà. Mais en tout cas, à la place d'un éditeur, j'aurais dit, écoute, si tu veux essayer d'avoir une bonne image envers les anthropologues, envers l'anthropologie, envers le public, et puis essayer de défendre tes idées comme il faut, ne commence pas en disant que tu arrives dans une communauté et de dire que tout le monde est hideux et que c'est les choses la plus horrible que tu as jamais vues de ta vie. Ça commence très mal, a priori on va pas être très fan de toi dès le début. Je continue avec une autre partie de l'interview de NPR, parce que vous verrez c'est intéressant et ça couvre un petit peu les controverses qu'il y a dans le bouquin aussi. I love the part where they played a joke. I mean, these are people who had not seen anyone from the outside world before. Alors là, j'ai coupé parce que je trouve ça horrible. On a une journaliste, alors pas horrible, la journaliste ou son travail, on va dire, elle fait que reproduire ce que tout le monde fait. Elle dit, alors là, vous arrivez dans un endroit, ils vous font une farce. Alors il explique après la farce et elle est super intéressante. Vous verrez, c'est vraiment une histoire chouette. Mais elle commence à dire, vous arrivez là, dans un endroit où des gens n'ont eu aucun contact avec personne. On sait que c'est faux. Même en lisant son bouquin, on sait que c'est faux. Le mec arrive quand même avec un gars qui était déjà là depuis longtemps, et il habite dans une annexe de sa maison. Au cas où ça serait pas clair, ce gars-là qui est déjà là depuis longtemps est un étranger, est un blanc. Autrement dit, quand Napoléon Chadnon arrive, il est guidé par ce mec-là, et il est accueilli par les gens du village avec ce mec-là, et il vit dans une annexe de cette maison. Autrement dit, c'est pas du tout le premier blanc à être arrivé dans cet endroit-là. C'est peut-être dans les 20 premiers, bien sûr, mais il entre quand même dans un village où après il décrit que ces gens ont des machettes et ont des haches. Autrement dit, des choses qui ne se trouvent pas naturellement, entre guillemets, dans ces endroits, notamment parce qu'il n'y a pas vraiment de minerais de fer et d'acier qui serait possible d'utiliser pour faire ces outils-là. Et quand une journaliste pose ce genre de questions, on s'attendrait à ce que n'importe quel anthropologue qui soit honnête avec son travail dise ben non, écoutez, j'étais pas le premier, ces gens avaient déjà eu des contacts avec d'autres personnes, etc. J'étais un des premiers, je suis peut-être un de ceux qui suis resté le plus longtemps dans cette communauté, je suis peut-être celui qui connaît le plus cette communauté au monde, parce que c'est vrai qu'il a travaillé 35 ans autour des mêmes communautés à peu près, Napoléon Chagnon, donc il a fait un travail plutôt extraordinaire, il faut le reconnaître. Mais non, il n'était pas le premier. Et quand on a quelqu'un qui ne démentit pas ça à la radio, c'est un petit peu détestable. Et il le dit parfois dans son bouquin, alors que dans son bouquin même, il se contredit justement. C'est là où je reviens sur ma critique. Franchement, pourquoi ? Il n'y avait pas besoin. On s'en fout que tu sois le premier ou que tu sois le dernier. Si t'es celui qui a fait le meilleur travail dessus, go for it. Mais on s'en fout que t'as été le premier. Enfin, voilà. Je vous laisse raconter l'histoire, parce que l'histoire, il reste qu'elle est intéressante, même si elle a un petit côté raciste quand même. But they played a joke on you. Yes, they did. It became kind of a game for them to see who could dupe the dumb anthropologist more effectively than the next guy. What they did was connive with each other to invent a whole series of fake names for specific people in the village. And whenever I'd check with another informant, the other informant would, of course, play along with the fabrication and give me the same names as the previous one did. So I was there for 6 or 7 months before I realized what they had done, and I only realized what they had done by going to a different village. And when I reached that different village, after I'd made a census there, I mentioned cautiously the name of the headman and his wife, and they just burst out laughing, because in effect they had told me that the names of these two people were various components of one's genitalia. And they just had a rip-roaring great deal of fun about that.
Alors là, l'histoire en soi, elle est super marrante. Il est en train de faire la généalogie des gens qui l'entourent dans le village, pour savoir donc qui est la maman de qui est le papa de qui, pour savoir un petit peu comment ça fonctionne, justement, le système de parenté de la société où il est, et puis ça va lui permettre de recueillir des datas pour savoir quel âge ils ont, à quel âge ils meurent, comment est-ce que les femmes sont mariées, échangées, etc. Ça lui permet aussi, s'il va dans d'autres villages, de voir si les autres villages, il y a des communications de parenté entre deux, etc., etc. Il y a, étant donné que dans la région, en plus de ça, quand un village atteint une certaine densité de population, il va se scinder en plusieurs, donc ça lui permet d'avoir vraiment une idée de la région, de comment ça fonctionne. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, les gens ne vont pas vous donner leur nom comme ça en fait. Et donc du coup, il faut chuchoter avec d'autres personnes quand on est en privé, et là on va pouvoir demander le nom. D'ailleurs chacun dit, alors lui il s'appelle ça, mais il ne faut pas que tu dises que je t'ai dit ça, mais ils lui disent tous ça. Donc au final, en chuchotant, en discutant en privé avec tout le monde, il arrive à avoir les noms de tout le monde et donc à savoir qui est le mari de qui est le frère de qui, etc. Donc il fait son truc pendant 6-7 mois dans le village et après il va dans un autre village. Et là il arrive donc dans l'autre village et il dit, tiens, le chef du village là, et il dit le nom, et il le dit en chuchotant. Et le mec, pété de rire. Et là donc Napoléon Chagnon se dit, mais qu'est-ce qui va pas? Et en fait, tous les noms que les gens du village où il était lui ont donnés, sont tous globalement des insultes vraiment en dessous de la ceinture et particulièrement dégueulasses. En fait, ils leur ont tous donné un faux nom et en plus de ça, ils se sont tous accordés entre eux pour donner les mêmes faux noms. Ce qui fait qu'il n'a pas remarqué. Parce que évidemment, un anthropologue sait que des fois, on va lui donner de mauvaises informations, donc il va aller se renseigner chez d'autres personnes pour savoir si on lui donne les mêmes informations. Et si plusieurs personnes donnent les mêmes informations, il va arriver à la conclusion que ça doit être de bonnes informations. Et là, non, clairement, c'en est pas du tout. Petite précision, tous les noms qu'ils lui ont donnés ne sont pas nécessairement faux. Par contre, il y en a largement assez pour que son travail doive être refait depuis le début, vu qu'il ne sait pas lesquels sont justes et lesquels sont faux. En tout cas, ça a dû être vraiment embêtant. Alors évidemment, il est bien énervé parce qu'il a pas vraiment 6 à 7 mois de travail qui sont foutus en l'air, mais quasiment. Et on comprend que ça peut être embêtant. Et je trouvais que cette histoire était plutôt marrante, et d'ailleurs il dit mais alors justement je me pose la question, est-ce que c'est déjà arrivé à d'autres anthropologues? Parce qu'il n'a pas vraiment reçu ce genre d'histoire, et est-ce qu'il n'y a pas des anthropologues qui sont arrivés dans des communautés et qui sont restés dans la même communauté et qui n'ont pas remarqué qu'ils avaient des faux noms ou des fausses dates, etc. et qui du coup ont fait des descriptions de communautés qui sont totalement fausses, où la parenté ne joue pas du tout en fait. Alors là où c'est raciste et / controversé, on va dire, c'est que le gars n'imagine pas qu'on puisse se foutre de sa gueule ailleurs dans le monde en fait. Et c'est un petit peu raciste quand même de penser que quelque chose d'aussi évolué qu'une plaisanterie de tout un village ne puisse pas être possible parce qu'on est dans un village de gens primitifs. C'est un petit peu borderline quand même si l'histoire est marrante. Et c'est vraiment un truc qui est très énervant dans le début du bouquin et parfois aussi dans d'autres morceaux du bouquin. Alors par exemple, il va dire j'étais là dans ma cabane et il y avait une cérémonie et des chants, et du coup je m'imaginais comme ça devait être au paléolithique avec les hommes des cavernes, c'est la même chose, etc. On en apprend plus sur les hommes des cavernes en faisant ça, et toi t'as envie de lui dire mais arrête, sincèrement arrête. Déjà c'est des gens qui ont déjà eu des contacts avec d'autres personnes, donc leur côté isolé, etc. Ça jouerait éventuellement si tu les as observés depuis 300 ans avec des drones, mais du moment qu'il y a eu contact, c'est déjà de toute façon plus des tribus isolées en réalité. C'est plus ça. Ça n'empêche pas qu'elles soient intéressantes à étudier, qu'il y ait des choses intéressantes à apprendre, mais le côté « j'en apprends plus sur les hommes des cavernes », non. Et en plus de ça, on sait que c'est du bullshit encore plus, parce qu'on sait très bien que même des tribus et des communautés qui sont isolées aujourd'hui, qui refusent vraiment le contact avec n'importe quel étranger qui vient, on sait que elles ont été contactées et qu'elles ont eu des contacts avec d'autres tribus, avec d'autres civilisations, avec d'autres groupes de personnes depuis des centaines, voire des milliers d'années. Donc en réalité, oui, ça fait peut-être 40 ans qu'ils sont isolés, mais ça fait pas 10 millions d'années. Donc ce n'est pas des hommes des cavernes. T'as pas trouvé un dinosaure.
tu as trouvé une communauté qui est isolée depuis un moment et qui, en l'occurrence, là, chez la communauté où il est, qui n'est même plus isolée, d'ailleurs. Donc, ça rend parfois son discours un petit peu confus, limite raciste, parce qu'il y a vraiment le côté... c'est des hommes des cavernes, donc c'est un petit peu bizarre, et ça rend son propos vraiment très confus. On va passer à la suite de l'interview de NPR avant qu'on arrive vraiment aux controverses qui entourent, et j'espère que j'arrive à être plus ou moins logique dans ce que je raconte. The other thing, Napoleon Chagnon, you said there were a couple of things you noticed almost on your first day that would hold true for all the decades hence. And this would involve, amongst other things, the raids that the Yanomama would conduct against their neighbors. You would go on to write, they live in a state of chronic warfare. Could you explain? Well, one of the things that struck me was that my profession had convinced me that life in the state of nature, or life among tribesmen, was very tranquil. And that's one of the first things I noticed, is that they weren't living in a blissful state of nature, but in fact were actively engaged in raiding, club fighting, chest pounding. The next thing I noticed was that most of their fights started with or revolved around abduction of women. Alors ici, on a une première partie d'une première controverse. On va pas toutes les observer durant ce podcast, ce serait beaucoup trop long et je pense trop chiant et trop compliqué. Il arrive là-bas et en discutant avec ses professeurs, et quand il revient avec ses professeurs d'anthropologie donc, ont une idée justement du noble sauvage qui est donnée par Rousseau, etc., qui est celle globalement de la personne, de la communauté qui est dans la nature, qui est en contact avec la nature, qui aiment la nature, ils s'aiment entre eux. Globalement, c'est un petit peu les Na'vi dans Avatar, en fait. C'est-à-dire, on est en contact avec les natures, on se fait des bisous, on fait pas la guerre, on est tous gentils, etc. Et lui, ce qu'il remarque, c'est que, non. Non, ils sont en constante bataille, ou plutôt en constante situation de guerre, en fait. C'est-à-dire que c'est pas vraiment une guerre ouverte comme on peut le voir dans certains pays aujourd'hui, ni même une guerre civile finalement. C'est des petites escarmouches entre les villages, des petites bandes qui vont aller dans un autre village, tuer une personne, enlever quelques femmes, les ramener chez eux, et après les mecs de ce village-là qui vont s'unir avec des mecs d'un autre village et qui vont attaquer le premier village pour tuer éventuellement quelqu'un et ramener quelques femmes chez eux. Des fois, ils vont même faire des trucs assez rigolos qui font penser à Game of Thrones, genre « Et on était en guerre, mais non, finalement, on est amis, venez chez nous faire un super banquet, super cool. » Et ils vont liquider quasiment tout le monde pendant le banquet. Des trucs vraiment assez sympathiques comme ça, et qui détonnent vraiment avec l'idée du noble sauvage, justement, qui est, comme il est dans la nature, comme il est en accord avec la nature, il ne peut pas faire la guerre. C'est interdit. Et lui, dans ses observations, il voit que non, pas du tout. Et il va en parler après, je crois, durant l'interview, mais il y a une question de savoir pourquoi est-ce qu'on fait la guerre. Et une des raisons principales aujourd'hui, c'est la gestion de ressources, par exemple. Genre, je sais que je vais avoir besoin d'uranium, j'en ai plus dans mon pays, les relations commerciales sont pas faciles ou on veut pas m'en vendre, donc je vais poutrer la gueule de l'autre pour lui faucher son uranium, ou le pétrole, un petit peu comme fait les États-Unis finalement. On sait qu'ils rentrent en guerre souvent pour des raisons énergétiques, et on peut penser à d'autres pays qui vont le faire au niveau du territoire, par exemple, d'acquérir plus de territoire où normalement il y a aussi des nouvelles ressources à exploiter. Et là, ce qu'il remarque pendant ses recherches, en réalité, c'est que souvent, une des choses qu'on s'échange le plus ou qu'on va essayer de choper à l'ennemi, ce sont justement les femmes. Et ça aussi, c'est un truc qui ne passe pas vraiment. Alors pourquoi est-ce que justement l'échange de femmes c'est plus embêtant que l'échange de pétrole ? Eh bien parce que ça correspond à ce que beaucoup appellent la sociobiologie, et globalement, très simplement, on va dire que en biologie, c'est plutôt normal de se dire qu'un mâle va essayer de chercher d'avoir le maximum de femelles, ou la femelle qui est le capable de plus procréer, ou dont les gènes seront meilleurs, et c'est quelque chose de plutôt normal en biologie en fait. Alors il y a plein d'autres paramètres qui vont à côté, mais c'est quelque chose de globalement très accepté en biologie, notamment si vous étudiez les fourmis par exemple. J'ai étudié les fourmis pour m'amuser, et la parentèle, ce qu'on appelle la parentèle, c'est très important dans la compréhension de comment les fourmis fonctionnent.
a priori, on pourrait se dire que c'est pas gênant si ça marche en biologie pour d'autres animaux, que ça marche pour nous. On est aussi des animaux, donc pourquoi est-ce qu'on fonctionnerait si différemment que ça? Eh bien, visiblement, c'est une idée qui passait absolument pas en anthropologie, notamment parce que c'était relié à des idées darwiniennes et éventuellement de darwinisme social, etc. On en a déjà parlé un petit peu sur AnthroStory. J'ai pas envie d'aller plus loin dans ces trucs-là parce que sinon on s'en sort pas. Mais globalement, c'est des idées qui ne passaient pas du tout et c'est ce qu'il va dire dans la suite de l'interview. I was shattering two rather sacred myths in anthropology. One is that natives in a state of nature are not really blissful. And two, they were fighting, when they did fight, over females, reproductive opportunities. And these were two rather serious challenges to the received wisdom of the anthropological times of the 1960s. And I was, in fact, violating both of these kind of sacred cows. Alors globalement, c'est ce que je viens de vous expliquer, hein, justement. Le fait d'avoir des combats quasiment ininterrompus, même si en réalité c'est plus une situation de combat possible que de réels combats, parce qu'ils combattent pas tous les jours. Alors en même temps, ils combattent quand même pas mal en interne aussi dans la même communauté. Ils font ce qu'ils appellent des club fights, c'est-à-dire ils ont des espèces de longs bâtons et ils se tapent dessus plus ou moins violemment. Il y a quand même des morts parfois. Ils font un truc, alors je sais pas les noms en français, donc du coup je vais pas les dire, mais un truc où globalement, alors c'est marrant parce que c'est assez stratégique, même si c'est assez trash finalement. Vous avez un gars qui est debout, qui va rien faire, et un autre mec qui va se mettre en face de lui. Alors généralement parce qu'il y a eu une altercation, un problème, ou quelqu'un qui veut montrer qu'il en a une plus grosse que l'autre, hein, globalement, qui va taper justement avec le plat de la main, voire des fois avec le poing, qui va taper sans que l'autre puisse réagir. Et en fait, le jeu, justement, c'est d'essayer de taper jusqu'à que l'autre il soit à terre. Et une fois qu'il est à terre, c'est quelqu'un de sa même communauté ou de la même famille qui va arriver et le remplacer. Et en fait, c'est un petit peu stratégique parce que du coup, plus vous mettez de coups à l'autre, plus l'autre et les autres qui vont potentiellement venir vont pouvoir vous en mettre dessus. Donc en fait, c'est un petit peu un jeu stratégique comme ça pour savoir qui va être le dernier debout en réalité. Et puis il y a un autre style de jeu où c'est avec les poings fermés, parfois avec des cailloux dans la main suivant les régions. Et c'est des jeux où il n'y a pas vraiment de mort directement en réalité, mais des morts parfois quelques jours plus tard parce qu'ils se tapent tellement fort et tellement souvent qu'ils pètent littéralement les organes internes du corps et donc du coup ils meurent d'hémorragie probablement quelques jours plus tard, certains. Donc il reste qu'il y a lui ce qu'il décrit en tout cas, c'est une certaine violence dans ces communautés-là, que ce soit au niveau interne, au niveau justement quand il y a des réunions de deux communautés qui veulent pas vraiment faire la guerre mais qui se font un petit peu du regardez on est les plus forts, et en même temps des vraies guerres quand même, semi-guerres, on va dire des escarmouches où il y a à chaque fois quelques personnes qui meurent, plus les banquets où ils tuent des gens comme ça d'une autre tribu avec lesquels ils font semblant de faire la paix. Et une des raisons principales justement c'est les femmes, puisqu'ils peuvent en avoir plusieurs. Et juste un petit avertissement, ça va être un tout petit peu trash pendant 30 secondes, 2 minutes comme ça, mais il raconte des trucs qui a priori sont plutôt dégueux. Visiblement, en tout cas de ce qu'il raconte, encore une fois, j'ai pas été là-bas vérifier, les hommes sont plutôt violents avec les femmes, et quand je dis violent, c'est vraiment trash quoi, jusqu'à tuer leurs femmes, utiliser des bâtons en flammes pour leur brûler les parties génitales quand ils ont peur ou qu'ils pensent qu'elle les a trahis avec un autre homme, qui les a trompés. Il raconte une femme qui a été quasiment littéralement coupée vivante, et quand les hommes du village ont dû aller la chercher, ils ont dû se mettre à plusieurs parce que ils devaient tenir les bras qui pendaient par un lambeau de chair, etc. Des trucs quand même très très trash, on va dire, au niveau violence comme ça, conjugale. Et en même temps des violences aussi. Il faut savoir notamment que les femmes, c'est le cas dans beaucoup d'endroits quand même, mais c'est pas à 18 ans qu'elles se marient, hein. C'est à partir du moment où elles ont acquis la puberté. Et visiblement, c'est pas vraiment gênant non plus qu'il y ait des rapports, on va dire pour nous sexuels, clairement, il faut être honnête, hein, entre un homme plus âgé et une jeune fille qui n'est
même pas encore pubère. Et du reste, t'es pas le seul à rapporter ce genre de choses, hein, que ce soit dans ces communautés-là ou dans d'autres communautés ailleurs dans le monde. Et on va rappeler aussi quand même que dans nos sociétés à nous, maintenant, c'est plus du tout accepté, hein, c'est de la pédophilie, clairement. Mais il n'y a pas vraiment si longtemps que ça, finalement. Une femme, quand elle avait atteint la puberté, elle était prête à se marier, hein, on s'en débarrassait le plus vite possible. Et voilà, bref. C'est pas en défense de quoi que ce soit, hein, mais voilà, il faut ajuster par rapport à l'endroit quand même nos critères, on va dire, mais c'est un petit peu trash. Et au point de vue des femmes, notamment, visiblement, c'est pas oh, je vais dans un village à côté qui est moins fort, je vais piquer une femme et je vais me marier avec et on va vivre d'amour. Non, c'est plus, on va là-bas, on va tuer son mari, on va l'enlever. Sur le chemin, le groupe d'hommes qui l'a enlevée va la violer à tour de rôle. Une fois qu'elle est dans le village, elle va se faire passer dessus par tout le village. Et une fois que tout le village est passé dessus et qu'on en a marre, elle va peut-être, avec de la chance, être prise pour épouse par quelqu'un. Il décrit aussi la mortalité infantile. Et alors c'est un truc au niveau des statistiques, machin, bref, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a le meurtre de nouveau-né. Hein, voilà, pour nous c'est un meurtre de nouveau-né, c'est-à-dire si un nouveau-né n'est pas bien formé ou éventuellement un problème, ou alors ici par exemple un exemple où un local qui est atteint de nanisme, sauf erreur si j'explique les choses correctement, parce que c'est aussi traduit de l'anglais, donc je ne vais pas me tromper, je peux me tromper, qui couche avec une femme, et cette femme-là a un bébé, et ils ne savent pas vraiment si il peut avoir, entre guillemets, c'est très dur, parce qu'en réalité, pour nous, c'est pas du tout un problème, mais bon, bref, qui pourrait être atteint de la même... du même problème, et qui vont fracasser la tête de ce bébé au sol pour qu'il meure ou l'étouffer. Il y a aussi une dame qui a été enlevée, qui est restée pendant longtemps chez les Yanomami, pas volontairement, hein, mais voilà, elle avait été enlevée, c'est une Italienne, et qui raconte qu'il y a une femme justement qui a été enlevée, qui a été ramenée au village, et quelques mois plus tard, elle a un enfant, et les hommes du village sont pas sûrs si du coup c'est un enfant de quelqu'un du village ou si c'est un enfant du village duquel elle a été enlevée, et du coup comme ils ne sont pas sûrs, ils lui éclatent la tête par terre. Alors je vais essayer de préciser les choses parce que c'est un tout petit peu compliqué et j'ai l'impression de ne pas avoir vraiment expliqué les choses convenablement. L'infanticide ne concerne pas uniquement les cas véritables ou présumés d'enfants qui naîtraient avec des malformations ou des maladies et qui du coup pourraient faire en sorte que leur survie dans un milieu autant compliqué soit compliqué justement, et donc du coup l'infanticide, voilà, c'est un moyen de passer par-dessus ce genre de problématique, on va dire, et c'est pas du tout le seul endroit où ça se fait, où ça peut se faire, hein. Ça ne concerne pas non plus seulement les femmes qui ont éventuellement trompé leur mari, ou en tout cas qui sont suspectées de l'avoir fait, ou donc du coup le bébé est tué parce que voilà, le mari n'a pas envie d'élever un enfant qui n'est pas de lui, ou alors une femme qui a été enlevée dans notre village et justement qui ramènerait éventuellement un bébé qui tuerait aussi justement parce qu'il viendrait d'un autre village. Ça concerne a priori beaucoup d'autres bébés. C'est très compliqué à prendre ce genre de statistiques, ça reste une sorte de tabou quand même. Napoléon Chagnon dit justement que les questions et les réponses qu'il a eues avec les femmes auraient probablement été différentes si lui avait été une femme. Si, disons, il y a une femme anthropologue qui avait posé ces questions, il aurait peut-être eu des réponses plus complètes, ce qui l'aurait aidé à avoir des statistiques un peu meilleures. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une disparité trop grande entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes. Et a priori, vu que les hommes mènent des vies plutôt dangereuses, on pourrait plutôt penser le contraire. En bref, il y a trop d'hommes par rapport au nombre de femmes au niveau statistique, comparé aux autres endroits, même des pays à côté ou des endroits à côté, en fait, des communautés à côté. Et du coup, une question qu'il se pose sans avoir de réponse claire, parce que c'est impossible à avoir cette réponse, ou en tout cas lui a trouvé impossible d'avoir cette réponse-là, est-ce que justement il n'y a pas un infanticide de bébé-fille qui est assez important, on va dire, et qui du coup fait en sorte que après on se retrouve avec beaucoup plus d'hommes que de femmes comparé aux pays alentours. On va arrêter là avec les trucs un petit peu dégueux, mais c'est toujours très compliqué, et alors c'est à la fois très compliqué d'en parler. Quand on le lit, on se dit c'est chaud quand même.
Et c'est toujours compliqué pour un anthropologue de revenir avec de tels témoignages, pour plusieurs raisons. La première, évidente, c'est quelle image on va donner de ces gens-là devant des gens normaux. J'imagine qu'un anthropologue, que quelqu'un qui voyage ou que quelqu'un qui fait pas mal de réflexions sur la vie, etc., va se dire, bon, c'est des endroits qu'on ne connaît pas, où il y a des situations qui sont différentes, avec des gens qui ont une façon de voir la vie différente. Évidemment, pour nous, beaucoup de ces choses-là sont des crimes, pédophilie, ou meurtre de bébé, ou taper sa femme, ou la couper en petits morceaux, c'est interdit chez nous, c'est un crime. Mais voilà, et on peut s'accorder à dire qu'il y a d'autres endroits où c'est différent. On a le droit de ne pas être d'accord, mais c'est différent. Et ça ne veut pas dire que ces gens-là sont des sauvages, ça ne veut pas dire que ces gens-là ne sont pas humains, etc. etc. C'est juste que, bon, ils ont un petit peu d'autres façons de voir la vie. On peut peut-être changer ça quand même à force, mais, mais voilà, il n'y a pas vraiment de jugement de valeur. C'est ce que j'essaie d'expliquer, il n'y a pas de jugement de valeur sur ces gens-là. Si on était là-bas, on ferait la même chose. Par contre, quand on commence à le diffuser au public, c'est plus compliqué. Parce que personnellement, si on me parle de gens quelque part dans la forêt qui font ça, je vais me dire, ouf, ces mecs-là sont des sauvages. Il faut les civiliser, ou tous les tuer, ou en tout cas, il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser ça. Et c'est compliqué. C'est compliqué dans les pays aussi, où ils ont ces communautés-là. Que ce soit le Brésil ou le Venezuela. Globalement, j'ai l'impression quand même qu'ils se disent oh, c'est trop compliqué, on va laisser tout ça, à la rigueur on crée des réserves et on s'en occupe le moins possible parce que c'est trop compliqué. Il y a les religieux, on va y venir dans un petit moment, qui ont aussi une importance dans ces régions-là, probablement beaucoup trop grande d'ailleurs. Et du coup, c'est des problèmes qui sont tellement compliqués qu'ils n'ont pas envie de s'en occuper. Et du coup, maintenant, il y a beaucoup, effectivement, les mineurs d'or, ceux qui vont exploiter la forêt, qui vont les exterminer avec grand plaisir. Et j'imagine que dans le gouvernement, il y a des gens qui doivent se dire bon débarras, ces communautés, on ne sait pas trop quoi en foutre. Donc, quand elles seront plus là, on n'aura plus de problème. C'est un petit peu triste, c'est un petit peu vache ce que je dis, et je ne dis pas que je suis d'accord avec ça, mais c'est un petit peu ce qui se passe. Et par exemple, il raconte à Napoléon Chagnon que par rapport à ces infanticides, il y a quelqu'un du gouvernement qui a envie de savoir si c'est vrai ou pas et qui veut que ces gens-là soient arrêtés et punis par la loi parce qu'a priori, au Brésil et au Venezuela, c'est interdit de le faire dans une grande ville. Le problème, c'est que ce sont des citoyens vénézuéliens ou brésiliens et donc, a priori, ils sont soumis aux mêmes lois, ou en tout cas, on peut se demander est-ce qu'ils ne doivent pas être soumis aux mêmes lois. Évidemment, ça pose problème, vous le voyez, même au niveau du travail de l'anthropologue. Alors il y a justement le problème de la perception du public, et ensuite il y a des questions encore plus compliquées, on va dire. Et on va dire ce problème, c'est tout simplement le témoignage. C'est-à-dire quand un anthropologue est là, il va décrire ce qu'il voit. Et c'est bien, je veux dire, c'est son job. Mais en même temps, est-ce que ça reflète vraiment la réalité ? Autrement dit, est-ce que manque de bol, il est arrivé dans le seul endroit où il y avait autant de combats, où il y avait autant de problèmes. Autre question, est-ce que c'est l'anthropologue qui va générer ces combats-là ? Et il y a pas mal de controverses par rapport justement à ces anthropologues qui vont des fois dans des endroits isolés et qui amènent par exemple des hachettes par exemple qui peuvent être bien sûr utilisées pour couper du bois, s'orienter dans la jungle, enfin couper des trucs dans la jungle pour aller plus vite, mais qui peuvent aussi servir à tuer. Et surtout qui vont faire un déséquilibre dans l'endroit où ils sont. Ils vont créer, ou plutôt donner beaucoup de richesse à l'endroit où ils sont, et du coup vont possiblement attirer la jalousie des autres. Et puis, à force de donner, on peut dire, des médicaments, de la bouffe, ce qui peut être utilisé comme arme, tout à coup, une communauté qui n'était pas importante, qui n'était pas forte, va se sentir forte et va peut-être se dire « Hey, maintenant qu'on est les plus forts, on peut aller dézinguer la gueule à ceux qui sont en face. » Et du coup, l'anthropologue, sans le vouloir, peut enclencher des guerres. Parce qu'on parle quand même de communautés où il y a maximum 150 personnes. Donc, 10 hachettes dedans, ça change déjà pas mal la donne. Donc, il y a pas mal de controverses par rapport à son travail, mais pas seulement à son travail, au travail des autres. Justement, est-ce qu'ils n'ont pas eux-mêmes enclenché certaines choses et du coup qui se retrouvent dans les bouquins en disant voilà comment ça se passe, etc. Mais est-ce que ça se passait comme ça avant qu'ils viennent ? On ne sait pas vraiment. Alors, il y a quand même des recherches
semi-historiques qui sont faites sur ces problèmes-là, c'est-à-dire ils ont beaucoup discuté avec les communautés pour savoir est-ce qu'il y a eu des guerres, est-ce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont morts au même moment, et ça a pu être tracé juste dans les années 50 en tout cas, où il y a eu ce qu'on pourrait appeler des meurtres de masse, on va dire, à l'échelle, hein, qui se sont passés et donc qui tendraient à prouver que la violence, cette guerre-là n'a pas été vraiment créée par les anthropologues ou par les gens qui sont venus avant eux ou qui ont amené des armes, etc. Un autre problème aussi qu'il y a, justement, j'en ai parlé un tout petit peu, c'est au niveau de la religion. Il y a des groupes religieux là-bas, je ne vais pas citer, mais qui sont d'orientation catholique, même s'ils ont des noms différents, et qui ont créé des missions comme ça, hein, on va dire. Et on va être honnête, souvent c'est quand même des belles idées de merde, dans le sens où ils vont arriver, leur but, hein, ils ont été payés pour, c'est de convertir ces pauvres sauvages. Pour les convertir, comme c'est un petit peu chiant d'aller les trouver, je simplifie et je ne parle pas individuellement des gens qui sont là-bas. Il y a probablement des gens vraiment très bons qui ont combattu pendant des années pour les droits des locaux, pour amener de la médecine aux locaux, etc., pour aider les autorités. Mais il faut reconnaître quand même que il y a quand même des gros problèmes, même s'il y avait des gens bien dans ces endroits-là. Hein, globalement, si t'as pas envie de te faire chier d'aller marcher 3 jours dans la forêt, tu vas dire « Eh les gars, venez proche de chez nous. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. » Et du coup, les locaux viennent habiter dans les missions. Du coup, on les convertit plus facilement. Problème, c'est que comme ils sont plus proches, il y a aussi beaucoup plus de transmission de maladies. Comme ils sont pas immunisés, ils claquent en masse. Ça a fait péter le système culturel, le système hiérarchique, etc. Bref, on va dire, vous éliminez carrément les gens de là-bas. Mais vous avez converti des gens au catholicisme, c'est quand même super. Hein, Dieu est content et vous aurez votre place au paradis, c'est merveilleux. Et en même temps, justement, d'un côté, ces missionnaires-là sont pas forcément fans de tous les anthropologues qui viennent. De l'autre côté, il y a des anthropologues qui travaillent beaucoup avec ces missions-là parce que ça les aide et qu'ils y trouvent un avantage, sans que l'un soit mauvais, l'autre soit bon, mais il y a des problèmes, on va dire. Et puis par exemple, ce que Napoléon Chagnon dit, ces missionnaires-là donnaient des fusils et des munitions aux locaux. Et donc du coup, on imagine qu'une machette, c'est un avantage probablement par rapport à un outil, entre guillemets, rudimentaire quand on va faire la guerre. Un fusil, c'est carrément cool quand même quand on va faire la guerre. Et là aussi, il dit, il y a des Yanomameux qui sont morts par la faute de fusils qui ont été donnés par des missionnaires là-bas. Ce que les missionnaires, évidemment, n'apprécient pas trop, etc., etc. Enfin voilà, il y a énormément de problèmes comme ça qui se sont passés. Et c'est ça qui rend un petit peu quand même la lecture passionnante, même si elle est, même si encore une fois c'est assez mal écrit, ça rend passionnant parce qu'on voit tous ces problèmes. Lui se défend quand même beaucoup en disant, moi j'ai fait que du bien, c'était super cool, tout ce que j'ai fait était bien. Probablement pas. Par contre, c'est pas non plus le diable. Et il a eu des gros problèmes justement parce qu'il a été visé clairement par justement certaines de ses missions catholiques pour pourrir son travail, etc. et l'interdire de rentrer dans des régions, etc. Un autre truc qu'il faut signaler aussi, et c'est arrivé sans doute après qu'il est arrivé là-bas, hein, probablement dans les années 90, 2000, il y a beaucoup de communautés dans ces endroits-là qui se sont mis à avoir, entre guillemets, encore une fois c'est compliqué, mais une fabrication occidentale. On a dit, il faut un chef de village. Alors a priori il y en avait quand même beaucoup, mais il faut un chef de grosse communauté. Parce que globalement, pour le gouvernement, pour les organisations non gouvernementales, pour tout le monde finalement, il faut un porte-parole pour un endroit. On avait parlé par exemple du chef Raoni pour ce qui est de l'Amazonie, par exemple, d'une autre partie, où finalement c'est un peu made up, on va dire. Ça n'existe pas quelqu'un comme ça dans la structure originelle de ces endroits-là. Mais il faut en créer un pour qu'il représente quelque chose et pour qu'on puisse commencer à négocier. Hein. Vous ne commencez pas à négocier avec 300 chefs différents de communautés qui vont de 20 personnes à 150, qui se foutent de toute façon sur la tronche parce qu'ils sont en guerre. Et du coup, un des problèmes justement, c'est est-ce que vous avez vraiment envie qu'un anthropologue écrive des bouquins ou qui décrivent des viols en groupe, de la pédophilie et des meurtres? Et en même temps, vous allez demander peut-être à une NGO, s'il vous plaît, aidez-nous avec des médicaments, aidez-nous avec l'éducation. Les gens en face de vous vont dire, écoutez, non, vous êtes des sauvages, les gars. Allez crever dans la forêt, on s'en fout. Hein. Et on voit ça dans beaucoup d'endroits au monde, et c'est compliqué, on va dire, parce que
il y a cette volonté un petit peu de refaire l'histoire en vitesse pour dire non, on est des gentils Indiens dans la forêt et on se fait des bisous et on aime les oiseaux, pour justement pouvoir avoir des aides, on va dire, sans lesquelles ils n'arrivent pas, et pour être notamment représentés quand ils sont contre des mineurs, par exemple, qui viennent miner dans leur forêt, ou des bûcherons qui viennent couper des arbres illégalement. Ils ont besoin de se défendre, et comment est-ce qu'on veut se défendre quand on a, on va dire, ces gros boulets d'acier qui nous suivent et qui disent oh, « n'aidez pas ces gens, c'est des sauvages ». Et du coup, ça rend parfois la compréhension de certains travaux anthropologiques assez compliquée, parce que d'un côté, on veut décrire la réalité, ou la réalité des années 60, et en même temps, on n'a plus envie de cette réalité aujourd'hui, parce que sinon, on n'arrive pas à se défendre. Et c'est un autre truc qui est très compliqué avec des cas comme Napoléon Chagnon, c'est qu'ils sont arrivés dans des endroits, ils n'étaient pas les premiers, comme je l'ai dit, mais ils étaient parmi les premiers. Et ils ont donné, visiblement, ils ont vraiment rendu ce qu'ils voyaient. Mais aujourd'hui, si vous allez dans ces endroits-là, vous ne voyez plus la même chose. Forcément, en 40 ans, les choses ont changé. C'est normal, entre guillemets. Et justement, il y a des endroits où il n'y a plus de guerre, des endroits où des communautés ont disparu, ou ont splitté. Peut-être que justement, à force d'avoir du contact, à force d'avoir une certaine surveillance, à force d'avoir certains autres problèmes, peut-être qu'aujourd'hui, les viols en groupe comme ça ne se passent plus du tout. C'est possible, et franchement, je le souhaite pour toutes les pauvres femmes qui sont là-bas, parce que s'il y a un truc qu'on apprend en lisant ce bouquin, c'est que on n'a pas du tout envie d'être une femme là-bas. Hein. Sincèrement, c'est pas évident. Hein. Et peut-être que les mecs tapent plus leurs femmes, peut-être qu'il n'y a plus de guerre entre tribus, parce que justement, ils ont été, modifiés par l'environnement qui les entourait. Peut-être que, vu qu'ils ont des ennemis communs à combattre, qui sont les mineurs, etc., eh ben, ils se font plus la guerre entre eux, mais ils vont tuer des mineurs plutôt. Donc il y a un petit peu cette difficulté à situer le travail des anthropologues dans le temps, en fait. De se dire, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu, c'était vrai dans les années 60. Aujourd'hui, effectivement, c'est plus vrai. Mais ça ne veut pas dire que leur travail est mauvais. Enfin bref, je vais finir là-dessus parce que c'est une controverse qu'on ne finira jamais, j'ai l'impression d'être déjà très long. Un truc qui est assurément très très controversé, c'est au niveau des statistiques. Et il n'explique pas vraiment ça bien dans le livre, j'ai essayé d'expliquer bien. Lui, il a essayé de savoir justement combien de gens étaient tués violemment dans des altercations ou à la guerre. Et donc, il s'est mis à rapporter des chiffres précis pour savoir combien de gens une personne avait tué ou avait aidé à tuer. Et il a essayé de faire des patterns comme ça pour essayer de savoir est-ce que les gens meurent vraiment de morts violentes ou est-ce que c'est justement un épiphénomène de temps en temps et comme c'est violent, ça reste plus dans les annales que les morts entre guillemets normales, type accident, épidémie, vieillesse. Et du coup, il a essayé de choper des données comme ça, il en a eu, et son interprétation est quand même super bizarre et très très controversée et vraisemblablement très très fausse surtout. En gros, il est arrivé à la conclusion que les hommes qui tuaient le plus étaient aussi ceux qui avaient le plus de femmes. Et donc, forcément, ceux qui avaient le plus d'enfants, et donc que la génétique pouvait expliquer qu'ils devenaient de plus en plus féroces, de plus en plus meurtriers, parce que justement le gène du meurtre ou de la guerre était chez ces gens-là et se transmettait beaucoup plus facilement que les gènes faibles, on va dire, qui disparaissaient parce que un homme faible, alors il dit aussi qu'il y a une grande disparité d'hommes et de femmes dans les tribus, et comme en plus il y a la polygamie, et ça fait que chaque homme n'a pas une femme, et finalement vous avez une sorte d'effet boule de neige, on va dire, qui fait que les gens sont de plus en plus féroces et de plus en plus, etc. Or déjà, c'est pas reproduit dans beaucoup d'autres endroits dans le monde, donc ça porte à confusion. En plus de ça, le gène de la guerre, le gène du meurtre, etc., pour l'instant, en tout cas au niveau scientifique, non, tout simplement non. Et en plus de ça, c'est, on va dire, les statistiques, c'est très compliqué parce qu'on peut pas vraiment leur faire dire n'importe quoi, mais en les expliquant dans un sens, on peut quand même essayer d'aller dans le sens qu'on veut aller. Et si on fait pas attention, on va se faire avoir par les statistiques. Et je me demande même si d'ailleurs, lui ne s'est pas fait avoir par ses propres statistiques et par sa propre pensée personnelle sur ce qu'il observait en fait. C'est-à-dire qu'il est arrivé à l'observation que les hommes les plus féroces étaient ceux qui avaient le plus de femmes. Et donc du coup, il a utilisé ces statistiques pour prouver ça.
Mais c'est pas vraiment comme ça que c'est censé marcher. C'est plus une corrélation qu'autre chose. Notamment d'ailleurs, et ça a été signalé par des commentaires dans Savage Mind, etc., qui disent normalement un homme justement qui va plus tuer va aussi avoir le plus de risques de mourir, parce que c'est souvent des guerres de vengeance qu'il y a, hein, on te tue, donc on te tue, machin, etc. Donc c'est aussi ceux qui ont le moins de durée de vie possible. Les femmes, en plus de ça, sont justement échangées entre les villages. C'est des endroits où les gens voyagent entre les villages, et au fond, c'est juste pas assez isolé pour que, même si ce gène-là existait, ça puisse vraiment être démontré par ce qu'il essaye de montrer. Donc ça, c'est vraiment un gros truc. Je vous conseille vraiment à lire plus en détail les articles qu'il y a sur Internet pour en apprendre plus, parce que comme ça, en podcast et en audio, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais de ces statistiques, il a sorti des trucs qui sont clairement faux de la vie générale, en réalité. Ce qui n'empêche pas que ces statistiques sont valides, dans le sens où ils montrent quand même qu'il y a énormément de gens qui meurent, justement, de morts violentes, au niveau de la guerre, au niveau des batailles internes, etc. De même, par exemple, que ces statistiques au niveau des femmes, il dit, il y a quand même 20% des femmes qui ont été enlevées d'autres endroits. C'est quand même énorme quand on pense. Une femme sur 5 a été enlevé et donc a subi vraisemblablement, en tout cas à l'époque, des choses plutôt horribles. Et à l'époque, c'était là qu'il était en train de faire de récolter ses datas. Donc c'est quand même un paramètre intéressant. Et je pense qu'il y a une défense qu'il a qui est vraiment intéressante et qui rapproche justement du côté scientifique. Il martèle, moi je fais de l'anthropologie scientifique et les autres ils font de l'anthropologie activiste. On ne parle pas de la même anthropologie en fait. Et il dit, il y en a plein qui disent que j'ai tort dans mes statistiques, et en même temps, eux ne viennent avec aucune donnée. Le problème, c'est que c'est un peu un des seuls mecs à avoir fait des statistiques autant précises, et du coup, c'est un petit peu chiant, parce qu'il n'y a personne pour venir avec des statistiques qui montraient quelque chose de différent, que ce soit dans les mêmes villages ou dans des villages environnants. On pourrait se dire, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être effectivement le problème c'est lui, par rapport à son travail, à sa façon de récolter les statistiques, à sa façon d'apporter peut-être justement, comme on a vu avant, des denrées alimentaires ou des armes éventuellement, qui a du coup déformé les statistiques. On pourrait comparer, disons, si les statistiques si elles marchent ensemble ou pas, et là qu'en fait, comme c'est le seul à l'avoir fait, il n'y a rien de l'autre côté pour prouver qu'il a raison ou qu'il a tort. Et comme aujourd'hui, on se situe 40 ans plus tard, de toute façon, ces statistiques ne pourront plus jamais être prises du tout, puisqu'aujourd'hui, si vous faites ces statistiques, vous aurez des résultats différents parce qu'on est 40 ans plus tard. Donc forcément, il y a plein de choses qui ont changé. Dernière controverse sur laquelle j'aimerais terminer, parce qu'elle est très intéressante et qu'elle exprime quand même de gros problèmes qu'il y a eu, en tout cas à l'époque, avec l'Association américaine d'anthropologie, sachant que ça date pas vraiment de longtemps, ça date des années 2000. Il a été, justement dans les années 60-70, avec une équipe pour aller distribuer des vaccins contre la rougeole, puisque les gens de là-bas ne sont pas immunisés contre la rougeole et meurent vraiment en grande quantité quand il y a ce genre de contact avec la rougeole, et d'ailleurs d'autres maladies, mais là c'était pour la rougeole. Et il y a eu un truc assez, pas du tout étrange en fait, mais qui a enclenché des gros problèmes. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés là-bas, il y a une épidémie de rougeole qui venait de démarrer. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de faire une ceinture, on va dire, de vaccination pour empêcher la rougeole, pour aller plus loin dans le territoire des Yanomami. Donc globalement, ils ont été dans des villages qui n'avaient pas encore eu la rougeole, ils ont vacciné tout le monde en espérant que quand les contacts avec la rougeole se feraient, eux ne tomberaient pas malades et ne distribueraient pas la rougeole dans les villages plus reculés encore. Ce qui est une tactique... je pense, tout à fait logique et que tout le monde prendrait. Le problème, c'est que ça a été très instrumentalisé et qu'il y a eu l'idée que lui et son équipe ont été là-bas pour tester des vaccins sur ces communautés-là qui ont apporté la rougeole. Donc plutôt que de faire des vaccins qui protégeaient les gens contre la rougeole, ils auraient eux-mêmes distribué la rougeole. Et effectivement, quand on est très loin et quand on voit ces choses-là arriver, on se dit, oui, les mecs arrivent, et paf, quasiment au même moment, il y a une épidémie de rougeole. Alors qu'eux, ils font un vaccin contre la rougeole. Donc forcément, ils ont apporté la rougeole. Alors qu'en fait, non, ils apportaient un vaccin qui avait déjà été testé des millions de fois, utilisé en réalité aux États-Unis. Il n'y a aucun cas qui a été rapporté scientifiquement de transmission effective de la rougeole par le vaccin. Ce qui me fait penser un petit peu aux antivax aujourd'hui. Lisez de la science, s'il vous plaît.
arrêtez de raconter de la merde. Hein. Ça, vous tuez des gens avec vos conneries, là. Hein. Oh, c'est juste un mot comme ça, hein, mais on a ce genre d'idées qui sont vraiment dangereux, justement, qui sont complotistes, théorie du complot, oh, on va tester des trucs bizarres chez des gens dont on se fout de toute façon totalement, et en fait, c'est pas du tout le cas. Et évidemment, ceux qui ont été très contents d'aider à aller dans cette direction, c'est l'émission catholique qui était là-bas, qui, justement, s'éclatait bien à pourrir le travail de cet anthropologue. Et encore une fois, pour parfois des raisons politiques, tout simplement, parfois des raisons on n'a pas envie que ça sorte dans les journaux qu'on a vendu des armes aux indigènes qui eux-mêmes se sont poutrés la gueule avec, ou encore une des raisons pour laquelle il y a autant de maladies, c'est qu'on a amené les gens ou qu'on a essayé de faire en sorte que les locaux viennent habiter au plus près des missions possibles pour qu'on n'ait pas à se faire chier à faire du bateau pour aller leur annoncer la bonne nouvelle. Enfin bref, il y a tout ça qui est mêlé. Et je voulais finir sur ça parce que c'est ça qui est intéressant dans ce bouquin et c'est ça qui fait que quand même, il faut le lire, même s'il est mal écrit, et je pense que ça se voit dans mon podcast, en fait, qu'il n'y a pas vraiment de logique entre tous ces trucs, parce que ça saute vraiment du coq à l'âne, et du coup, c'est parfois difficile à comprendre, il faut revenir en arrière, il faut essayer de se rappeler ce qu'on a lu il y a 100 pages, qu'on a déjà oublié. Il y a des trucs qui sont illogiques parce qu'elles sont mal écrites, il y a des trucs qui sont illogiques parce qu'à mon avis, il a raconté de la merde, et il y a des trucs qu'il faut en plus essayer de comprendre au-delà, c'est-à-dire de comprendre comment ça n'a pas joué en anthropologie. Et du coup, ça en fait un livre clairement imparfait, clairement mal écrit, encore une fois, mais tellement intéressant. Parce qu'il reste que toutes ces controverses ont vraiment eu lieu. Et il raconte quand même des trucs ou des réunions d'anthropologues qui se sont faites aux États-Unis, qui devaient être faites tout à fait cordialement, où je me rappelle plus si on lui dit qu'il est marxiste ou anti-marxiste, j'en sais rien, je me rappelle plus, je m'en fiche un peu en même temps. Et on voit tous ces problèmes qu'il y a en interne, et bref, ça reste une histoire vraiment passionnante. Je me dis, si seulement on avait un écrivain comme Aaron Sorkin qui faisait un film là-dessus, mais ça déchirerait tout. Franchement, ça déchirerait tout. Ça serait tellement intéressant. Bref, j'espère avoir quand même dit des choses un petit peu compréhensibles durant cet épisode. J'ai un peu des doutes là-dessus. Si vous avez rien compris, c'est pas parce que vous êtes con, c'est juste que je suis très mauvais à expliquer les choses. Probablement autant mauvais que lui dans son bouquin, ce qui fait que du coup j'ai eu de la peine à rendre ça facilement. Mais vraiment, si vous savez l'anglais, lisez ce bouquin. Si vous ne savez pas l'anglais, apprenez l'anglais et lisez ce bouquin. Au moins, j'ai envie de dire, tapez son nom sur Google et allez fouiller chez Savage Mind, chez le New York Times, chez le Chicago Tribune, etc. Il y a plein d'articles qui ont été écrits, il y a des mails, il y a des réponses de Salins qui ont été écrites, etc. Bref, il y a plein de trucs intéressants et franchement, c'est un bon rabbit hole, hein, un bon terrier de lapin dans lequel plonger sur Internet pour aller apprendre plein de trucs bizarres de tous les côtés. Et au final, ça rend la chose vraiment intéressante. Mais encore une fois, j'espère qu'un jour, ils feront un film de cette histoire-là. Pas sûr que le film soit vraiment juste par rapport à ce qui se soit passé, mais en tout cas, il y a vraiment des intrigues de malade là-dedans. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous avez compris quelque chose ou pas, ou s'il faudrait que je rentre plus en détail dans certains points pour peut-être expliquer les choses beaucoup plus simplement. Ou alors, si vous avez lu le bouquin, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse vraiment, que vous soyez anthropologue ou pas. Ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en avez pensé, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à en dire. Allez, à ciao, bonsoir.